Alors, on va tout de suite rentrer dans la question qui est des services intelligents, des services vivants, mais pour quelle expérience client? Alors, quelle expérience client? Jusqu'où on va aller? Donc, pour y répondre, vous avez présent à la table trois intervenants qui sont indiqués là. Ah non, il y a une petite erreur, donc je vais présenter nos intervenants. Donc, Frédéric Leclé, qui est cofondateur et CEO de Fivory, Marc Gigon, qui est directeur en charge du digital, ce qui n'est pas marqué là, de Total Marketing et Services, et Emmanuel Potier, directeur général délégué de Clear Channel. Alors, je vais commencer tout de suite par Frédéric. En une minute, pourriez-vous juste présenter Fivory pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, parce que c'est une société récente. Comparé à Total, naturellement. Comparé à Total, voilà, ou à Clear Channel. Isabelle, oui, merci. Dans un premier temps, je vais faire référence à la présentation de Nicolas, puisque Fivory, c'est un mobile wallet. Alors, mobile wallet, ça a été assez galvaudé. Un mobile wallet, c'est Living Services pour le monde du commerce. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est assez simple. Pour un consommateur, Fivory va être une application mobile qui va l'accompagner tout au long de son parcours d'achat et dans lequel il va retrouver les informations, les promotions, les cartes de fidélité de ses commerçants, de manière évidemment dynamique, et ses moyens de paiement, puisqu'avec Fivory, avec cette application, je vais pouvoir payer en magasin et en ligne. Le commerçant, lui, va pouvoir animer cette communauté d'utilisateurs en utilisant des outils naturellement intuitifs mis à sa disposition pour, petit 1, personnaliser la relation client, mais au sens 2015 du terme, c'est-à-dire en s'appuyant sur les données générées par le système. Deuxièmement, pour localiser la communication, c'est-à-dire avoir des communications qui sont relatives à la zone géographique qui concerne la personne à laquelle on s'adresse. Et troisièmement, pour créer un engagement qui, de notre point de vue, est la fidélité des années à venir. C'est-à-dire qu'on est à une phase de rupture, c'est-à-dire un peu le thème de notre conférence, et la fidélité qui s'annonce est une fidélité qui n'est pas comparable à la fidélité qui a été développée durant les 20 dernières années. Alors, en gros, on a articulé Fivory autour de trois principaux blocs. Le premier, c'est un réseau social de shopping. Donc, c'est comparable à Facebook ou à LinkedIn, simplement c'est dédié aux relations commerciales. Le commerçant va créer sa page et va l'animer, et le consommateur, lui, va télécharger l'application, créer un profil et va recréer son univers de chalandise au sein de l'application en likant les magasins qu'il souhaite suivre, donc ceux qui fréquentent ou ceux qui souhaitent fréquenter. Ça, c'est assez basique. Pourquoi on est dédié au commerce? Parce qu'on a rajouté la fonction paiement, qui est la caractéristique du commerce. C'est une relation qui se ponctue par un paiement et du commerce. Et donc, au-delà de la croissance organique de la communauté créée par des likes, on va avoir en complément la communauté qui se crée par des paiements. C'est-à-dire, quand je vais payer dans un magasin avec Fivory, je rentre dans la base client du commerçant, et ce commerçant va ensuite pouvoir animer la relation avec des outils qu'on met à sa disposition qui sont diffusion d'actualités, de promotion ou gestion de programmes de fidélité. Alors, on parle aujourd'hui, le thème c'est Disrupt to be disrupted. Alors, comment ça se traduit concrètement dans la transformation digitale? Alors, c'est un vaste sujet, d'abord parce que le commerce est une longue histoire. Je dirais que un point sur lequel il faut s'attarder, c'est que quand on utilise le smartphone, on a 88% du temps passé qui est passé sur des applications mobiles. Alors, certains l'ont saisi, donc tout le monde fait des applications mobiles. Il y en a d'ailleurs aujourd'hui 1,4 million sur les stores. Le problème que ça représente, c'est que sur votre téléphone, on va pouvoir en stocker maximum une trentaine. D'ailleurs, le dernier iPhone ne fait que 16 Go, c'est dire. Et vous allez en utiliser entre 4 et 8 de manière récurrente. C'est-à-dire que la 8e application représente moins d'1% de l'usage des applications que vous faites sur votre téléphone. Donc, quel que soit le capital marque, on se rend bien compte que si on se positionne du point de vue du consommateur, il est inenvisageable d'avoir toutes les applications de tous mes magasins, de toutes mes marques. C'est aberrant. Alors effectivement, si je suis aficionados d'une marque, je vais pouvoir avoir l'application, mais ce n'est pas le sens du commerce. Le sens du commerce, c'est bien d'adresser des clients et des prospects de la manière la plus large possible. Et donc, on est convaincu qu'il y a un phénomène d'agrégation qui sera le secret de la digitalisation de la relation client. Et si je fais un parallèle avec ce qui se passe dans la vie réelle, physique, les commerçants se regroupent dans des centres commerciaux ou dans des centres-villes.
Donc, nous, on pense que les commerçants, dans un univers smartphone, doivent se regrouper au sein de la même application pour créer de la pertinence du point de vue du consommateur. Alors, il y a deux éléments clés qui vont, je dirais, rendre cette démarche qualitative. Premièrement, c'est l'ergonomie. Alors une fois, effectivement, l'ergonomie signifie ne pas avoir 40 applications si on visite 40 magasins, mais c'est surtout aussi l'ergonomie de l'application elle-même, et donc je peux encore faire référence à ce qu'expliquait Nicolas dans sa présentation. Et deuxièmement, quelle est la valeur ajoutée de l'exploitation de la donnée pour rendre le contenu qui est présenté au consommateur le plus pertinent possible. Ces deux éléments-là, pour moi, c'est un métier, c'est le métier de Fivory. Et justement, donc, nous lançons cette démarche qui finalement est comparable à d'autres démarches qui seront plutôt les démarches des GAFA. C'est comment je fédère au sein du même système des relations commerciales entre commerçants et consommateurs. Alors, est-ce qu'il vous semble qu'il y a des annonceurs plus mûrs que d'autres pour comprendre ce genre de démarche ? Alors, on va avoir toute l'échelle, hein, naturellement, du moins mûr au plus mûr. On est vraiment dans une période de rupture, c'est-à-dire qu'on est dans un phénomène domino et effectivement les annonceurs s'approprient ce sujet de manière réelle. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y avait, il y avait un Chief Digital Officer ou quelqu'un qui faisait une app dans un coin et donc du coup, on se digitalisait, c'était très bien. Je pense que tout le monde réalise que développer une application, c'est un métier. La faire télécharger, c'en est un autre. Et la faire utiliser et réutiliser, c'est encore plus compliqué, surtout quand on sait que de manière moyenne, 80% des applications téléchargées sont désinstallées dans les 7 jours qui suivent. 80%. Autant vous dire que les marques, ou en tout cas les enseignes ou le commerce, n'ont pas ça comme expertise première, puisque leur expertise première est bien de faire du commerce, et donc participer à une démarche qui fédère la zone de chalandise en général ou le commerce est certainement plus profitable que de laisser se développer des démarches peut-être pertinentes mais menaçantes que sont celles des GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, qui, on l'a tous constaté, s'approche du monde du retail en développant dans un premier temps évidemment des moyens de paiement pour ensuite, développer des services complémentaires tels qu'on l'a vu dans l'Internet. Alors Marc, chez Total, donc vous êtes en charge du digital, donc chez Total Marketing et Services. Donc comment on prend en compte cette expérience client aujourd'hui dans la construction de la stratégie marketing digitale ? Et voilà, on s'est approprié ces techniques, effectivement, ces techniques d'expérience client qui nous viennent du monde du design de service. Et la subtilité pour nous, c'est qu'on a une très très grande variété de clients. Donc, parce que même dans nos stations-service, il y a des clients qui sont des clients qui viennent pour le lavage et qui ont un parcours client qui est différent des passagers de l'arrière de la voiture, les enfants qui ont une tablette pour Noël et qui vont avoir des attentes et des besoins quand ils seront dans la station-service différents de ceux de leurs parents. Donc la première subtilité pour nous, ça a été d'identifier quels étaient les clients les plus représentatifs, les plus importants pour nous et ceux qu'on voulait adresser avec ces nouvelles techniques. Alors vous avez des clients aussi professionnels, vous avez des chauffeurs de poids lourds, donc qu'est-ce que vous leur apportez à tous ces gens ? Alors, effectivement, le charme des métiers de Total Marketing et Services, c'est qu'on a effectivement une très très grande variété de clients, je disais. Et il y a des chauffeurs de poids lourds, il y a également des gens qui achètent du bitume, par exemple, ou des gens qui achètent des fluides spéciaux. Eh bien, l'intérêt ou la force pour nous, c'est de pouvoir adresser ces clients professionnels avec les mêmes techniques que les clients particuliers. C'est-à-dire que ce décloisonnement qu'on observe tous entre le B2C et le B2B, nous on le vit, on essaie de le mettre en place et de proposer des expériences clients à des consommateurs B2B aussi fortes qu'à des clients B2C. Alors ça c'est un gros boulot, il y a eu quelques succès avec notre filiale AS24 par exemple qui a lancé des applications pour les chauffeurs de poids lourds ou notre filiale de Bitume en France qui a lancé également des sites de réservation de prix fixe. Alors ça paraît un peu lointain mais c'est pour les gens qui achètent du bitume, je peux vous dire qu'ils en sont très, très, très contents. Alors l'expérience client, comment vous la qualifiez ? Comment vous l'observez ? Vous prenez le parcours client, ensuite vous l'analysez Oui, il y a vraiment, on utilise cette méthodologie-là. On essaie bien sûr de mettre des données dans chacune de ces étapes pour mesurer et quantifier ce qu'on fait.
Bien sûr, pour avoir des données, pour nous, il y a un élément important, Frédéric en parlait, c'est le paiement. Bien sûr, c'est un élément essentiel. Et ça, c'est quelque chose, c'est un axe, effectivement, un axe de travail important pour nous, hein, dans toutes ces expériences retail, de savoir comment on peut adresser le paiement pour faciliter au plus et au mieux la vie de nos clients. Alors, quel type de paiement ? Alors là, effectivement, il y a une très grande variété. Le monde du paiement explose. Donc il y a à la fois des gens qui paient par SMS dans tous nos réseaux africains. On voyait sur des slides passer M-Pesa au Kenya, bien sûr, mais vous savez qu'il existe également beaucoup de gens qui paient par SMS en Afrique, hein, au Sénégal, par exemple, au Côte d'Ivoire. On a c'est même plus des expérimentations. Enfin, c'est devenu mainstream et complètement dans la vie courante des gens de payer avec ça et de payer dans nos stations-service. Mais également aussi en France, on l'observe, hein, il y a une très forte croissance en ce moment des paiements NFC qui explose littéralement, enfin depuis cet été, ce qui n'était pas le cas auparavant, et ce qui montre que les consommateurs sont prêts finalement à changer et à adopter des manières de payer différentes. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord à cette table. Mais je vais me tourner vers Emmanuel Potier. Alors vous êtes un acteur de la ville, une ville de plus en plus connectée, de plus en plus servicielle. Donc comment on transforme l'expérience du client ? Comment on l'analyse ? Avant de la transformer, on va essayer de la comprendre. C'est-à-dire qu'un des points clés, c'est qu'une entreprise comme Clear Channel, il y a encore une dizaine d'années, c'était pas crucial de comprendre dans le détail ce que voulait le consommateur. On avait l'impression que c'était l'annonceur qui devait le comprendre pour nous, et nous, on avait juste à répondre à la problématique de l'annonceur. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que dans une société, bon, alors certes, qui se digitalise, on va pas ressortir les sujets tarte à la crème, mais on a des consommateurs et on a des citoyens, au final, qui sont extrêmement difficiles à comprendre, extrêmement difficiles à capter, et surtout, si on prend les paradigmes existants, à savoir, parlons d'un parcours, parlons d'une expérience client, on se trompe complètement et on passe à côté de beaucoup de choses. Alors pour nous, le premier sujet, c'est de se dire tout simplement combien d'expériences clients il y a. Est-ce que les multiples ? Est-ce qu'au final, l'expérience d'avant acte d'achat et l'expérience acte d'achat, elle n'est pas totalement différente et elle ne répond pas à des objectifs totalement disparates ? La deuxième chose, c'est de se dire quel est mon rapport avec la ville aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'ai un parcours aujourd'hui où je me lève le matin et je vais me coucher le soir, qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je ne faisais pas il y a encore 10 ans ? Et quel est mon rapport aux marques et par rapport à la ville ? À partir de là, vous pouvez tirer des ficelles très très loin, aller regarder ce qui se passe dans le monde politique aujourd'hui, aller voir comment les gens se mobilisent, aller voir comment les réseaux sociaux changent les stratégies de réputation des marques, et surtout se dire une chose, c'est qu'il n'y a rien de fixe et tout doit être analysé de manière continue. Donc pour nous, la ville, ça nous a obligés à faire quoi ? Tout simplement à se dire quel est notre rôle dans cette ville aujourd'hui et quel est notre rôle demain. Aujourd'hui, tel qu'on le voit, c'est un rôle d'intermédiaire, de trait d'union entre un citoyen, un consommateur, une ville. C'est une manière de travailler, de s'ouvrir au monde, de se dire au final qu'est-ce que je veux faire dans ma ville et que veut le consommateur et le citoyen. Alors on parle beaucoup de Smart City. Pour ceux qui ne le savent pas, la Smart City, c'est pas spécialement une ville très intelligente, mais c'est une ville intelligente pour vivre mieux tous ensemble. Et quand on revient à ces débats, on va dire primaires, j'aurais tendance à dire, de se dire qu'est-ce qui fait que je vis bien, le rôle de la publicité, le rôle d'un acteur comme Clear Channel, c'est inscrit totalement différent dans le temps en fait. Alors, l'expérience client, ça oblige à repenser l'offre de produits et de services, mais ça oblige aussi à penser, repenser l'entreprise et son organisation. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a tous ce mal connu qui est de se dire quand un sujet est complexe, il faut mieux que j'ai des experts. Changer mon organisation, c'est prendre des risques. Au final, je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que je vais perdre. Ce qui a été, on va dire, du domaine du courage managérial, et je pense que c'est ça, on peut parler de ça aujourd'hui, hein, par rapport aux organisations et aux digitalisations de la société et les nouveaux comportements des consommateurs, c'est de se dire, est-ce qu'on prend un petit risque en étant apprenti sorcier ? Est-ce qu'on prend un petit risque en faisant venir des gens qui ne sont pas habitués à venir dans des entreprises comme nous ? On a fait venir des créatifs dans l'entreprise, on a fait venir des marketeurs du web. Alors, pour ceux qui connaissent Michel Audiard, tous ces gens-là, c'est un singe en hiver. Quand vous vous retrouvez du jour au lendemain dans une régie publicitaire, affichage, avec des créatifs qui côtoient des commerciaux qui sont là depuis 20 ou 30 ans, avec des marketeurs qui pensent que ce qu'il y a de plus important, c'est au final le panneau publicitaire et sa position, et que vous avez un discours qui commence à arriver qui vous dit non, si on s'inspire de ce qui se passe sur le web, c'est l'audience qui compte.
Si on s'inspire de ce qui se passe à la télé, ça va être le contexte. Donc tout ça, en fait, c'est des mélanges. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est tous des alchimistes en herbe grâce au digital. Et l'aventure, elle est extrêmement intéressante parce que ce qu'on a fait, c'est mélanger des gens qui étaient dans l'entreprise auparavant. On y a ajouté des créatifs qui venaient de l'extérieur. On a fait venir des gens qui avaient fait du conseil en stratégie, qui avaient une vraie culture média, qui étaient capables de comprendre ce que chacun des médias apportait dans une chaîne de valeur médiatique. On a fait venir des gens qui ne connaissaient absolument rien à notre média, mais qui étaient experts du monde de la télé. On a fait venir beaucoup de gens et on a pris aussi des gens de l'interne. Et au final, ce qu'on a essayé de faire, c'est assez basique, c'est de revenir sur des fondamentaux. Quel est notre rôle? C'est quoi une publicité efficace aujourd'hui? Qu'attendent les annonceurs? Comment on peut apporter quelque chose de nouveau au marché médiatique? Comment on crée de nouveaux médias? Comment on s'adapte au final à une société qui est pleinement en mouvement? Et les résultats sont intéressants parce que, et je reprends ce que disait M. Dru tout à l'heure en introduction, l'objectif principal, c'est pas d'être le meilleur, mais c'est d'avoir le plus d'idées et d'en traiter un maximum. L'objectif principal, c'est pas d'être absolument différenciant, mais c'est d'avoir des résultats en étant différenciant. Et aujourd'hui, quand on voit le nombre d'applications, quand on voit le nombre d'initiatives, oui, c'est sûr, le sujet des startups est important, mais nous, ce que ça nous a appris à faire, c'est de s'ouvrir, de comprendre qu'on a un écosystème beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait, de travailler avec les villes, de travailler avec nos bailleurs, que ça peut être des propriétaires de centres commerciaux, de travailler avec des panels de consommateurs pour comprendre ce qu'ils veulent aujourd'hui, ce qu'ils voudront demain. Bref, de s'ouvrir sur le monde, de semer un maximum de choses pour essayer d'en récolter demain. Vous vouliez intervenir tout à l'heure? Non, je souhaitais juste rebondir sur le NFC parce que je pense que quand on parle de paiement par NFC, on parle de paiement carte et on est à côté de la disruption. Si on retrace l'expérience client en arrivant en point de vente, je vais le faire à peine caricatural, je dois sortir mes coupons, je dois sortir ma carte de fidélité, je dois sortir ma carte de crédit, l'insérer dans le TPE, je dois faire mon code, je dois ensuite récupérer la facture, récupérer le ticket CB, ranger tout ça dans mon porte-monnaie. Et quand on dit qu'il y a de l'innovation, qu'il y a de l'innovation parce que finalement, au lieu d'insérer la carte dans le TPE, je la pose sur le TPE, je pense qu'on est à côté du sujet. La réalité, c'est qu'on voit le potentiel phénoménal d'amélioration de l'expérience au point de vente. Le NFC permet évidemment de gagner un petit peu de temps et c'est non négligeable, j'en conviens. Par contre, ce que nous, on perçoit dans le moyen terme, c'est bien de rendre l'expérience, je vais utiliser un mot anglais, seamless, c'est-à-dire j'arrive, je pose mon téléphone et tout ce que je viens de décrire est fait. Et donc, il y a encore un petit peu de marge d'amélioration par rapport à la manière dont ce sujet est adopté par les enseignes et les marques d'une part et par le marché en général. Oui, bien sûr, je partage tout à fait ce point. Jacques, pour nous, commerçants, les choses sont assez bien définies. On a vocation à accepter le plus grand nombre de moyens de paiement possible, bien sûr, avec 3 conditions. La première, c'est que l'intégration avec nos systèmes de caisse et autres soit raisonnable, on va dire techniquement. La deuxième, c'est que les coûts d'utilisation de ces moyens de paiement soient également compatibles avec les marges de l'activité de distribution de carburant. Et puis le point essentiel, peut-être le plus important de tous, c'est que ça nous garantisse le respect et la garde des données clients. C'est-à-dire qu'effectivement, on préfère, on aurait une certaine inquiétude si demain on devait accepter Amazon One Click comme moyen de paiement dans nos stations-service, on aurait une certaine inquiétude sur la réelle propriété du client. Et donc, on est toujours très vigilant, nous, à ces 3 points-là. Mais c'est juste, le NFC est une transition. Et on l'observe déjà, il y a déjà en fait dans nos stations-service, avec les paiements NFC, il y a des consommateurs américains qui ont Apple Pay et qui paient avec Apple Pay et leur carte bleue enregistrée sur le téléphone et qui paient comme ça dans nos stations. Oui, non, mais je pense que toute cette conversation ramène toujours au fait que ça part du client, que cette connaissance du client, elle est indispensable. Et comme le disait Emmanuel et Jean-Marie Dru, c'est de générer des idées. C'est souvent assez angoissant en tant qu'entreprise de se dire « voilà, il faut que je sois créatif, il faut que je sois innovant ». On n'a pas besoin d'être créatif pour être innovant. L'innovation, c'est pas uniquement l'innovation technologique. L'innovation, c'est juste embrasser le changement. Quand on parle d'innovation, c'est qu'on a envie de changer quelque chose. Et changer quelque chose, ça peut être innovant. Et quand on parle effectivement, encore une fois, d'essayer de trouver ces idées, la plupart des bonnes idées, vous les avez déjà.
faut pas essayer d'aller les chercher très loin. Vous les avez. Après, c'est juste une question de les matérialiser, de les tester, de les évaluer et de voir si elles ont un écho ou non. Donc, il peut y avoir des bonnes idées, des mauvaises idées, mais ces idées, elles existent. Donc, il ne s'agit pas, parce que souvent, on rencontre des clients qui me disent, moi, j'organise donc, dans le process de création, on a des systèmes de co-création. Et ils me disent, il faut absolument que je vous trouve un public créatif, des gens les plus créatifs de l'entreprise. Je dis, non, je n'en ai pas besoin. C'est pas ça que je recherche. Ce que je recherche, c'est des gens qui connaissent leur métier. Et ceux qui connaissent le métier, c'est vous, c'est les entreprises. Et c'est à partir de là qu'il faut partir pour essayer de générer des idées. Et je me permettrai juste une remarque pour rebondir sur ce que tu dis. Il y a une chose qui est importante, en tout cas que l'on a appris ces derniers temps, c'est dans l'entreprise qui on doit mobiliser pour générer les idées. Et je pense que c'est très intéressant de se poser la question. Alors habituellement, si vous demandez ça à un COMEX, le COMEX va dire, évidemment c'est nous, on va briefer nos N-1 et nos N-2 et on trouvera les idées les plus fabuleuses. Faites l'exercice de prendre tous ceux auxquels vous n'auriez absolument pas pensé. Juste faites l'exercice et regardez ce qu'en ressort. Première chose. Deuxième chose, demandez à votre COMEX de sortir complètement du processus d'innovation. Parce qu'ils sont beaucoup trop, et je sais de quoi je parle, j'en fais partie, on est beaucoup trop silotés dans nos têtes pour générer des idées. Donc essayez de mélanger les populations, faites appel à ceux qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer, vous allez voir, il y a de très belles choses qui arrivent. De la même manière, il y a quelque chose qui marche très très bien, on a tous un panel aujourd'hui, et grâce au digital, j'ai l'impression que tout le monde est pertinent pour donner son avis, votre famille. Faites des radiographies chez vous de la manière dont la télé est consommée. Faites des radiographies sur ce qui se passe dans la rue quand vous êtes connecté ou pas connecté. Faites des radiographies sur comment vous réagissez. On parle d'expérience. C'est quoi vos émotions? Qu'est-ce qui vous fait encore vibrer aujourd'hui? Et je peux vous assurer que ça, votre meilleur panel, c'est vous-même et c'est vos proches. Et aujourd'hui, la société dans laquelle on est nous le permet plus qu'avant, je pense. En fait, moi, je trouve que dans quelques temps, il ne faudrait plus parler d'expérience client. Enfin, c'est une évidence. Enfin, moi, quand on m'a dit le thème, c'est l'expérience client, oui, l'expérience client, on en parle depuis toujours. Donc, peut-être arrêtons d'en parler et puis regardons autour de nous et répondons aux besoins de ceux qui nous entourent. Il y a un très bon exemple. Il y a un très bon exemple que je donne souvent à des étudiants. C'est dans la série Mad Men. Je ne sais pas si vous connaissez cette séquence où il y a la machine à diapo Kodak, c'est l'introduction, et où Don Draper, donc, qui est la star de la série, explique qu'au final, ce n'est pas une machine à diapo, ce n'est pas un carrousel, c'est une machine à remonter le temps. Et au final, il explique juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, pour parler d'un produit, il faut parler de ce qu'il apporte et de l'émotion qu'il génère, plus que des capacités techniques et toutes les questions qu'on se pose habituellement. Ce que l'expérience client a apporté, c'est une méthode. Finalement, c'était une méthode de travail et qui correspond bien, par contre, à ce que les consommateurs vivent en ce moment, enfin ce que nous, comme consommateurs, on vit. Et cette méthode apportée finalement par le design de service, elle est effectivement très juste, elle est efficace.